Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Psst. Avant ça, je voulais vous parler de Go for Human, l'aventure que je mène avec Thierry. Parce que oui, on aide les entreprises à être plus authentiques, plus engagées et plus agiles. Mais comment, me direz-vous? Eh bien, en alignant la direction sur la vision, les décisions et la communication, mais aussi en donnant aux managers les clés pour engager, fédérer et piloter leurs équipes. Et enfin, en aidant chaque équipe à mieux collaborer et mieux communiquer. Le tout grâce à des séminaires team building, du coaching, de la formation, du co-développement et du conseil RH. Parce que oui, on en est convaincu, une entreprise qui rayonne à l'extérieur, c'est d'abord une entreprise qui brille de l'intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'accueille France Guilaine, qui est la DRH groupe de Crédit Immobilier de France. Alors, je ne sais pas si ce groupe vous parle, mais en tout cas, vous allez le découvrir bien plus en détail maintenant. On va traiter ensemble un sujet vraiment très intéressant et finalement peu aborde, parce que c'est quand même un sujet qui est, j'ai envie de dire, un peu touchy. On va se parler d'une fermeture d'entreprise à piloter sur un temps très très long, puisqu'il s'agit de 20 ans de pilotage de fermeture d'entreprise. Gros challenge relevé par France. Je ne vais pas en dire plus, et donc je vais vous présenter France. Bonjour France, je te laisse te présenter et surtout bienvenue sur le podcast. Merci, bonjour Pauline, bonjour à tous. Je suis effectivement donc France Guilaine et j'ai rejoint le Crédit Immobilier de France en 2012 dans un contexte très particulier qui m'était déjà connu au moment du recrutement. Le Crédit Immobilier de France est une très vieille et très belle institution qui se préoccupait d'accorder exclusivement des crédits immobiliers et exclusivement une population, on va dire, sociale qui ne pouvait pas être reçue par les autres grandes banques, dont ce n'était pas voilà, le cœur de la clientèle. Donc cette belle vieille institution a connu quelques difficultés qui, en 2012, nous ont amené à devoir revoir notre mode de fonctionnement et nous sommes rentrés dans une situation très peu connue qui s'appelle une mise en résolution ordonnée. Alors, une mise en résolution ordonnée, Pauline, et pour tous ceux qui nous écoutent, ça fait un peu écho et c'est un peu la suite de l'histoire j'ai envie de dire, de la catastrophe Lehman Brothers, qui était un établissement bancaire qui, en fermant, a généré ce qu'on appelle des risques systémiques. Et depuis cette petite mésaventure, lorsque un établissement financier rencontre des difficultés, qui, en ce qui nous concerne, était un temps de refinancement qui était jugé beaucoup trop court par rapport au temps du crédit, eh bien, cette résolution ordonnée, elle est volontairement longue pour que la fermeture de l'établissement de crédit, de l'établissement financier, ne génère pas ces effets systémiques que nous avons connus à l'époque de Lehman Brothers. Donc voilà comment on s'est retrouvé sur une fermeture lente, volontairement lente pour, j'ai envie de dire, des raisons d'équilibre dans le monde du secteur bancaire et qui, pour un DRH, est effectivement une première, puisque je pense qu'aucun d'entre nous ne pouvait pouvoir prétendre avoir déjà fait ce type d'exercice avant la création de ce poste. L'info, elle tombe en 2012, c'est ça? Vous étiez combien en 2012 dans l'entreprise? Alors, lorsque cette décision est prise, c'est une décision qui est prise par la Commission européenne, donc on est dans un milieu bien surveillé, bien réglementé. Nous avons 2500 salariés embarqués sur une échelle de temps et avec un volume de dégressivité de l'activité qui nous ont permis de pouvoir très vite leur expliquer la situation et les différentes phases par lesquelles nous pensions passer. On n'écrit pas tout correctement dès le départ, mais enfin, en gros, effectivement, ce qu'on a écrit en 2012,
c'est ce que l'on continue à dérouler. Donc, de 2500 salariés en 2012, il en reste une centaine aujourd'hui. Donc, gros chemin parcouru avec bien évidemment beaucoup, beaucoup d'étapes. Et comme tu le dis si bien, ben, finalement, ce poste-là, personne n'a jamais eu à faire ce pourquoi tu as été recruté. Toi, comment tu as abordé le sujet en arrivant justement dans l'entreprise pour piloter cette énorme transformation? Alors, déjà deux réflexes fondamentaux. C'était de se dire que cette histoire totalement inédite, elle relève de l'extraordinaire. Et donc très vite, comme tous les DRH, on se pose la question du sens en disant mais qu'est-ce qu'on va dire aux salariés? On est obligé d'expliquer les choses aux salariés, à leurs représentants. On ne peut pas les embarquer et continuer à compter sur eux si on n'explique pas cette histoire. Donc, j'ai envie de dire, le premier réflexe, ça a été d'essayer de traduire en aventure acceptable ce qui n'était pas forcément compréhensible et audible dès le départ. Donc, il faut s'acclimater quand même. Je ne dis pas que ça s'est fait en quelques mois. Mais voilà, il a fallu s'habituer au sort de notre entreprise, au fait que cette décision que l'on pourrait subir, en fait, il fallait faire l'inverse. Il fallait la prendre, l'embrasser et puis faire avec. Et puis, en fait, trouver ça, dans le meilleur des cas, assez chouette à faire, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Effectivement, il y a un rapport au temps et à la durée qui est extrêmement long. Donc, le deuxième réflexe, ça a été vis-à-vis des salariés aussi de les sécuriser, donc de très vite leur expliquer qu'il y aurait forcément des plans sociaux, qu'il y en avoir plusieurs, une dizaine, et que les conditions financières qu'on prévoyait, qu'on leur réservait, elles seraient les mêmes pour tous. Donc, c'était de faire du temps un allié et non une source de stress, et que les premiers salariés qui partent n'allaient pas être mieux accompagnés que les derniers qui partiront. Et donc ça a aussi été beaucoup de temps et puis d'argent aussi à mettre de côté pour les assurer, les rassurer, leur donner des garanties d'égalité de traitement dans le temps et dans l'espace, parce que nos salariés étaient répartis partout en France. Si je reprends un petit peu l'annonce, au moment de l'annonce, effectivement, tu as échangé avec, les collaborateurs, leur partager le message, pardon. Mais au-delà de ça, tu as effectivement ton conseil d'administration, ton CSE, tes actionnaires. J'imagine que tout le monde passe par une phase peut-être, bah, on parle de la courbe du deuil, tiens d'ailleurs, la courbe du Mm. deuil avec, la colère, le déni et cetera. Comment ça a été accepté par ces différentes parties prenantes? Parce qu'il y en a beaucoup des différents et finalement, bah, ton challenge, il est aussi là-dedans. Oui, complètement. Et les enjeux du DRH ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a affaire à plusieurs parties prenantes qui n'attendent pas toujours la même chose. Alors, notre chance dans ce dossier, c'est que l'enjeu social, il y avait unanimité sur le fait que il nous fallait les collaborateurs pour sécuriser l'activité. Ça n'a pas fait débat avec nos administrateurs et nos actionnaires. Et j'ai envie de dire l'intérêt sincère pour la question sociale, euh, elle a directement été adoptée et comprise par l'ensemble des parties prenantes. Et ça, pour un DRH, c'est aussi beaucoup plus confortable parce qu'il n'y a pas de combat à avoir sur combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va nous rapporter. De toute façon, c'est une structure qui va fermer et il y a bien une dotation qui est faite à l'attention des salariés pour s'en occuper de manière qualitative. Et ça, c'est un vrai plus aussi pour la qualité de l'accompagnement qu'on a pu proposer à nos salariés. Tu pas de désengagement? Je veux dire, tes actionnaires, ils pourraient dire: «Bon, bah, allez, on enlève nos billes et ciao, bye bye», tes collaborateurs, ils pourraient dire la même chose, enfin, C'est sûr que la motivation, elle doit venir justement justement de la manière dont on se raconte cette histoire en disant c'est pas facile d'entendre cette décision, mais en fait, comment, dans le meilleur intérêt de tous, on va continuer effectivement à travailler et à fermer doucement cette entreprise. Et en fait, ce qui nous faisait peur au départ, c'est-à-dire la durée, pour finir, ça a été, comme je disais, ça a été un atout parce que le fait de pouvoir prendre son temps, finalement,
avec quand même beaucoup de lisibilité, hein, puisque chaque année, on actualisait nos prévisions. Ça devient un outil de pilotage et ça rassure et ça sécurise tout le monde. En disant, en fait, chaque année, on peut faire le point beaucoup plus souvent que chaque année. À chaque étape de ce plan de résolution donné, on dit c'est bon, cette étape-là, on l'a passée. Donc, ce qui compte quand même, c'est aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de parties prenantes, mais on a des clients aussi derrière. Donc, on ne pouvait pas non plus laisser tomber les clients. Et je crois que l'ADN de l'entreprise, hein, comme je vous disais, c'était l'accession sociale à la propriété. Il a aussi beaucoup joué en disant, en fait, on peut laisser tomber personne, et en particulier pas nos clients. Donc, ce qui a pu être le trait d'union entre nos collaborateurs et nos actionnaires, c'est ce rôle social, hein, qui a été historiquement celui du Crédit Immobilier de France et qui faisait ce point commun entre ces deux parties prenantes qui sont effectivement très, très différentes. Tu parles, de planification, de passer par différentes phases, puisque bien évidemment, avec autant de personnes, tu as différentes, agences, enfin je ne sais pas si tu les appelles, agences, comment tu appelles ces différents groupements de personnes, filiales? Comment par quel bout tu prends le sujet? Parce que ça a l'air d'être un sujet qui est énorme. Comment tu le prends bout par bout pour justement planifier 20 ans de fermeture? Alors, on a fait c'est effectivement, au départ, c'est conceptuel et puis ensuite, ça devient très pragmatique. Il a fallu faire des choix sur des grandes phases. Donc, en fait, j'essaie de faire simple et court, hein. Il y a des grandes phases qui sont d'abord, j'ai envie de dire, opérationnelles. Si le Crédit Immobilier de France, il avait une dizaine de filiales et puis des GIE, des groupements d'intérêt économique. Donc, sur la dizaine de filiales qui faisaient toutes le même métier, c'est comment le faisaient-elles et quelles sont les meilleures pratiques que l'on pourrait retenir, puisque au bout du bout, on va se retrouver avec des regroupements de centres de gestion pour n'en arriver que là, aujourd'hui, on n'en a plus qu'un seul, hein. Et puis en fermeture des centres commerciaux, etc. Donc, la première phase, elle a été opérationnelle sur la compréhension des différents process et l'alignement des process. Ensuite, il y a toute une phase qui est informatique. Il faut fusionner les bases, fusionner et aligner beaucoup de différences qui peuvent exister informatiquement entre les filiales. Et ensuite, on arrive à la phase juridique. Et là, c'est des fusions, non plus des bases informatiques, mais ce sont des fusions des entités les unes dans les autres. Pourquoi? Parce que les travaux préparatoires, qui ont consisté donc à réécrire les procédures et à préparer informatiquement ces fusions juridiques, nous permettent ensuite d'arriver à cette phase juridique où on rentre génère les boîtes les unes dans les autres pour en avoir de moins en moins. Et dernière grande étape que l'on pourrait décrire, en plus de ces phases opérationnelles IT et juridiques, ce sont comment on peut repenser régulièrement notre organisation dans les fonctions support. Donc, à certains moments clés, il s'agissait de préparer soit des externalisations, soit des centralisations, des mutualisations. Sont également des étapes qui, en fonction de la maturité de chacun des métiers, ont été mises en œuvre au fur et à mesure. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait ces trois grandes phases. Comment tu t'y es pris pour, passer ces phases, avec qui? Quelles étaient un peu les parties prenantes clés avec qui tu échangeais ou tu, brainstormais pour construire ce plan et le piloter? Que tu es pas toute Alors seule. et non, heureusement, le DRH, c'est un peu la courroie de transmission, mais il est évidemment un business partner, il n'écrit et ne peut pas penser à la place des métiers, donc il n'écrit rien sans les métiers. Moi, mes petits pourvoyeurs d'idées, ce sont chacun des métiers concernés par à chaque fois les évolutions qui étaient envisagées dans les différents plans de transformation et de réorganisation qu'on présentait. Il faut savoir qu'on les présentait à un rythme de tous les 1 an à 1 an et demi, hein. Donc, c'est vraiment très cadencé. On a à peine fini une transformation on était déjà en réflexion, en écriture pour la suivante.
Donc ça se passe évidemment par des échanges de proximité avec les directeurs, mais aussi les managers. Rien n'a pu être écrit, et rien ne pouvait être conçu correctement si on n'allait pas descendre jusqu'à un niveau, si on descendait pas jusqu'à un niveau opérationnel. Donc quand je dis manager, ça pouvait même, enfin, je veux dire, parfois on prenait des équipes en entier pour savoir comment ils voyaient les choses et comment on pouvait, de manière réaliste, les envisager et les écrire, puisqu'après, une fois que tout cela est compilé, on le présente aux représentants du personnel. Et donc là, le comité, le CSE, le comité social et économique, accompagné par ces experts, il joue aussi un rôle extrêmement important. Et leur première question sera de dire, est-ce que c'est vous qui avez écrit le plan? Est-ce que vous l'avez fait avec les équipes? Déjà pour savoir si on a travaillé avec bon sens ou pas. Et ce comité, avec leurs experts, ils refaisaient un petit peu notre travail. Et c'est aussi très intéressant d'être questionné de leur part, puisque ça permettait de voir si ce que l'on projetait de faire tenait la route ou pas. On va pour donner un exemple sur les plans sociaux, quand vous dimensionnez un certain nombre, un certain volume de suppression de postes, ça veut aussi dire que vous transférez des tâches résiduelles sur les postes qui restent, et tout ça se quantifie. Donc, on a carrément industrialisé au Crédit Immobilier de France des matrices en feuille Excel avec des proportions de suppression d'activité par fiche de poste, et puis on expliquait ce qui diminuait, pour quelles raisons. Parfois avec des effets liés au fait qu'il y avait moins de collaborateurs, mais parfois aussi ça diminuait moins parce qu'il y a des effets de seuil. J'en sais, en compta, que vous soyez une boîte qui a 100 salariés ou une boîte qui en a 200, à un moment donné, la compta, de toute façon, elle doit de toute façon sortir ses chiffres. Donc voilà, on était challengé par notre CSE pour savoir si toutes ces suppressions étaient opportunes et justifiées et viables. Et puis c'était super intéressant parce que quand il fallait admettre que ça l'était pas, par la démonstration par A plus B, que là peut-être ça coinçait un peu, en bonne intelligence, on réajustait le volume des suppressions qui avaient été présentées. Le sujet que tu évoques là entre les lignes, c'est le sujet de la communication en fait finalement, qui est clé, tout le temps dans l'entreprise, hein, j'ai envie de dire, mais qui l'est d'autant plus dans un sujet, dans une aventure comme la vôtre. Hem, Quelles étaient les communications clés et comment vous avez abordé, les échanges, entre les différentes strates de l'entreprise? Alors effectivement, la communication, elle est primordiale, et elle se fait pas que vis-à-vis des instances représentatives du personnel. On aura tendance à dire, pour ceux qui sont plus éloignés du monde du DRH, qu'à chaque fois qu'on va parler de communication vis-à-vis des IRP, c'est par obligation. Non, en fait, c'est vis-à-vis des représentants du personnel. De mon point de vue RH, et de mon point de vue DRH, c'est plus une aide qu'une contrainte. Il y a une vraie intelligence collective qui se construit en effet dans ces échanges-là. Maintenant, effectivement, on ne parle pas que aux représentants du personnel. La communication dans une situation comme celle de cette fermeture échelonnée sur une vingtaine d'années, elle est ultra importante dans la mesure où elle permet de faire des points, j'ai envie de dire des points d'étape sur ce qui a été réalisé. Elle permet de valoriser le travail des salariés. Euh, Elle peut être faite, et comme j'étais aussi directrice de la com, ce qui était plutôt intelligent en fait comme solution, parce que on est quasi que de la com sociale. On pouvait beaucoup utiliser la com pour préparer nos salariés, pour féliciter nos salariés, et aussi beaucoup de com externe pour faire valoir les qualités de nos salariés à l'extérieur et faciliter leur reclassement et faire valoir leur employabilité. Donc la com, voilà, elle a différentes facettes. Et elle est évidemment aussi incontournable vis-à-vis des actionnaires et du conseil d'administration, qui n'ont jamais perdu de vue les enjeux sociaux et auprès de qui j'ai toujours eu plaisir à rendre compte pour expliquer ce qu'on faisait, où on en était. Enfin voilà, il y avait toujours ce souci de l'engagement des salariés. Et il n'échappera pas aussi à vos auditeurs que quand on est dans ce type de situation, on a toujours le souci aussi
de savoir si sur les postes clés, ils sont bien pourvus. Enfin, il y avait le risque poste clé, homme clé qui est également une préoccupation permanente pour un DRH et tout le comité de direction dans ce type de situation. Toujours dans la notion de communication, est-ce que la communication, selon toi, elle doit venir uniquement de toi, ou elle doit être, embrassée, par plusieurs, niveaux de strates, notamment les directeurs ou les managers? Parce que j'imagine que vu que c'est quand même une transformation qui est subie, on pourrait avoir cette notion de déresponsabilisation de la part de certains. Merci Pauline pour cette question. Effectivement, c'est assez subtil. Je pense qu'il faut diviser la communication. Euh, les éléments de langage, il faut qu'on les partage au niveau du comité exécutif, ça c'est élémentaire. Mais il ne faut pas que ce soit que la DRH et la direction de la com, qui était la même direction, qui les porte exclusivement. Et donc, ça peut être, et ça nous a semblé intéressant, chez nous, Crédit Immobilier de France, de faire participer chacun des directeurs à ce jeu de communication. Donc, voilà, et on leur demande de tenir des sessions avec leurs propres équipes, d'abord parce qu'ils sont les mieux placés pour expliquer opérationnellement ce qui est prévu, par exemple dans un plan de sauvegarde de l'emploi qui sera mis en œuvre dans les mois à venir. Et c'était aussi extrêmement important que ça vienne d'eux. Alors ça, directeur, donc, membre du COMEX, mais je trouve ça aussi très intéressant de faire valoir des managers de permettre à des managers qui sont à des niveaux intermédiaires, que nous on appelait managers relais, que ce soit eux-mêmes qui prennent la parole et qu'ils fassent valoir les réalisations qu'ils ont faites avec leurs équipes. Et donc, une fois par mois, on en choisit 2 ou 3 qui prennent la parole pour voilà, être un peu sous les projecteurs et puis expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bien fait, et le partager avec leurs pairs. Ouais, gros sujet effectivement pour qu'il y ait vraiment toute une équipe, dans la notion de manager relais. Il y a effectivement, c'est un peu cette idée, d'équipe, globale qui porte le sujet, je trouve, donc c'est super intéressant en effet. Je reviens un peu sur, les différentes phases dont tu parlais. Ce qui veut donc dire que tu as eu plusieurs PSF, plusieurs transformations, puisque tu disais que tous les ans et demi, un an et demi, en fait, vous étiez déjà à la prochaine phase. Est-ce que toutes les phases se ressemblaient ou justement, à l'inverse, étaient toutes bien différentes les unes des autres? Eh bien, ça a été l'apprentissage sur le terrain. On aurait pu penser au départ, et moi la première, que toutes les phases, en tout cas dans leur traduction sous forme de PSE, allaient se ressembler. En disant, bon, ben, un PSE, voilà, ça est fait de différents chapitres. On dit, ben, ce sera toujours les mêmes chapitres et ce sera toujours la même présentation. Et puis au bout du troisième PSE, ben, on sera dans l'industrialisation de la production de ce PSE. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Alors oui, effectivement, le contenu du PSE sur l'accompagnement des salariés c'était la promesse qu'on avait faite en 2012, était identique d'un PSE à l'autre. Et donc, chaque salarié pouvait être assuré qu'il bénéficiait des mêmes garanties qui sortent dans le PSE 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, puisqu'on est parti sur une dizaine de PSE pour fermer notre établissement. Ce qui, euh, ce qui a changé d'un PSE à l'autre, c'est qu'en fait, on ne faisait pas toujours la même chose. Un premier PSE, bon, ben, c'était la suppression de toute une même catégorie d'emplois, qui était la suppression des postes des commerciaux. Mais ensuite, les PSE qu'on suivit, ben, parfois, c'était lié à des fusions internes d'entités. Parfois, c'était lié à des externalisations d'une partie de nos activités ou des mutualisations. Donc, en fait, ils se sont à chaque fois dessinés dans chacun de ces PSE des transformations qui n'étaient pas identiques au PSE précédent. Et on avait donc à chaque fois des réflexions nouvelles de PSE en PSE qui faisaient que chaque PSE était j'ai envie de dire il était fait de transformations qui n'étaient pas, voilà, qui n'étaient pas identiques. Et en fait, chacun étant différent, c'est ce qui fait aussi que d'un point de vue RH, je ne me suis jamais lassée de penser ces réorganisations avec chacun des métiers, bien sûr, qui le faisait avec moi. Toi qui en as vu quand même pas mal depuis, presque 15 ans maintenant, quelles sont, les
grands apprentissages, on pourrait les appeler des clés, les secrets, pour qu'un justement le parcours que tu as mené se passe bien? C'est quoi ces grands apprentissages qui pourraient peut-être bénéficier aux personnes qui Mmh. t'écoutent? Alors, ce que j'ai compris de cette belle aventure, que voilà, que j'ai trouvée passionnante et qui arrive à son terme, c'est que ce qu'il faut savoir faire, c'est apprendre. Puisque, comme je disais au départ, on n'arrive pas en disant j'ai déjà fait le job et je vais refaire ce que je sais faire. Euh, il faut, euh, il faut accepter qu'on va apprendre. Il a fallu être curieux, il a fallu être créatif. Voilà, quand il y a cette espèce de vague submersive, et on ne sera pas le seul établissement dans ce cas-là. Il y a plein de types de vagues submersives qui peuvent venir bouleverser votre institution. On peut parler de l'IA, hein, qui va venir bouleverser plein d'institutions, et ça c'en est une, hein. Euh, les solutions, en fait, vous les trouverez. Elles préexistent pas. Vous les trouverez. Moi, j'ai trois mots-clés. C'est observation. Donc, observation en tant que RH, observation en étant business partner, en allant vraiment aussi, enfin voilà, dialoguer avec les métiers. Donc, observation en numéro un. En numéro 2, en fait, tout ce que vous allez observer, il va falloir anticiper. De ce que vous avez observé, il va falloir anticiper ce qui est susceptible de se passer. Et c'est comme ça que vous créez les solutions qui vont permettre de pouvoir répondre à ce que vous avez identifié comme enjeu, comme problématique. Et puis ensuite, et ça c'est super important pour un DRH, être jamais seul. Donc pour moi, c'est responsabilisation. La responsabilisation, c'est pas le transfert de responsabilité, c'est vraiment travailler avec. Travailler une fois encore avec les représentants du personnel, travailler avec les membres du CODIR, travailler avec les salariés en proximité. Voilà, c'est travailler avec. Et toi dans tout ça? Parce qu'on parle, effectivement du process, mais toi quand même, tu as une posture, qui est quand même, challengeante, pas facile. Mhm. Tu as accepté de relever le défi. Comment tu t'es sentie durant tout ce parcours? Et j'imagine que ces sentiments ont aussi évolué avec le temps. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette aventure, c'est qu'elle a toujours eu deux dimensions, une dimension technique et une dimension humaine. Et tous les DRH n'ont pas le même parcours. Moi, je viens du monde juridique. J'ai commencé comme avocat en droit du travail en Belgique. Et j'ai toujours eu cette approche juridique parce que je pense qu'elle me rassurait. Même si on peut être entouré de très bons avocats, moi j'aimais bien et j'aime toujours bien pousser les dossiers juridiques assez loin avant voilà, d'échanger avec les avocats. Et pour moi, c'était déjà une première manière de trouver cette mission, j'ai envie de dire, intéressante et attractive pour moi. Il y avait ces forts enjeux juridiques et j'ai besoin de vivre à travers la technicité des sujets. Et la deuxième partie, qui est complètement, j'en dirais, à l'opposé, ce sont les enjeux humains. Et pour vous faire un peu court, avant d'arriver au Crédit Immobilier de France, j'avais fait la fusion entre une toute petite banque belge qui s'appelle Fortis, et on est rentré dans un énorme truc français qui s'appelle BNP Paribas. Et là, j'ai vu que c'était mignon de savoir faire un transfert des contrats de travail, hein, juridiquement, mais qu'il se passait quand même pas mal de choses qui bousculaient nos salariés. Et j'ai commencé, j'ai commencé, du coup, je me suis formée à la sociologie, à la psychologie, etc. Donc, j'ai complété ma formation juridique par une formation plus en sciences sociales. Ce qui s'est fait à la croisée des chemins avec un diplôme que j'ai obtenu en 2012, pile au moment où ce projet chez Crédit Immobilier de France s'est présenté. Et pour moi, c'était le terrain idéal, voilà, où technicité, enjeux juridiques et je dirais humanité et enjeux humains allaient nécessairement se croiser et c'est ce qui s'est produit et c'est ce qui a rendu cette mission, de mon point de vue, enfin, je veux dire, extrêmement enrichissante. Je ne pouvais pas trouver mieux pour voilà, mettre, mettre à profit mon temps, mon envie et voilà, des apprentissages de l'expérience et des petits bancs, de ce qu'on apprend sur les petits bancs aussi de l'université. Mm.
Je vais te poser deux questions en une, mais je la trouve plutôt sympa. C'est de se dire, ça a été quoi ta plus grande frustration, si j'ai, enfin, pas forcément échec, mais en tout cas frustration que tu as vécue dans ce parcours? Et deuxième sous-question, quelle a été ta plus grande fierté, ta plus grande réussite dans ce parcours? Mhm. Alors, la plus grande frustration, c'est d'avoir toujours eu enfin, on a toujours un discours autour de la fermeture de l'entreprise et à un moment, on a été contraint de devoir y déroger parce qu'on avait une possibilité de sauvegarder de l'emploi. Et ça a été très compliqué, très, très, très compliqué d'expliquer aux salariés que ça faisait des années qu'on leur expliquait qu'ils allaient perdre leur emploi, mais qu'ils allaient de toute façon en trouver un autre à l'extérieur et qu'ils allaient sortir dans le cadre d'un plan social. Et puis tout d'un coup, on a dû leur expliquer qu'on avait trouvé un repreneur et qu'il y avait une reprise d'activité et que donc ils ne perdaient pas leur emploi et qu'ils ne partaient pas dans un plan social. Alors c'est paradoxal, mais ça a été très, très frustrant, parce que, là, les salariés, ben, ils ont entendu le discours inverse de celui qu'on leur donnait depuis plusieurs années et pourtant c'était un discours qui était annonciateur de bonnes nouvelles et là, on est pris dans un paradoxe en se disant: «Oui, effectivement, quand on a donné un fil rouge, quand dans la communication, on est stable et rassurant et qu'il y a une seule trajectoire qui est celle de la fermeture de l'entreprise et qu'à un moment, enfin, sur un cas exceptionnel, on a pu annoncer autre chose», ça a été frustrant et difficile. Mmh. Et Et alors sur ton la plus grand succès? Ouais, alors là, ce sont des choses plus simples. En fait, ce qui se passe, c'est que si c'est une entreprise qui est en fermeture, en fait, reste une entreprise très vivante, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vu de l'extérieur. Et dans les grands succès, il y a une chose que j'adore dans cette entreprise, c'est sa capacité à ne pas être auto-centrée. Toi, tout à l'heure, on disait, il faut pas subir et c'est effectivement comme ça qu'on a abordé les choses et qu'on a essayé de faire sens, hein, par rapport à cette fermeture définitive, mais par petits pas. Et on s'est dit plutôt que de pleurer sur notre sort et fort de l'ADN de cette entreprise, hein, qui, je le rappelle, est l'accession sociale à la propriété, on a proposé à nos salariés de se décentrer et donc de faire des actions de solidarité. Alors parfois par service, parfois juste en donnant, comme ça se fait dans d'autres entreprises, 4 jours, 4 journées rémunérées par an pour aller mettre son petit nez ailleurs et continuer à servir la société et à vraiment voilà, rester dans cette possibilité de jouer un autre rôle et de ne pas se morfondre sur ce qui nous arrivait. Et donc, il nous est arrivé de faire tous ensemble, toute l'entreprise, il y a quelques années, on a passé une journée entière dans alors on appelle ça un EPID. Un EPID, c'est un centre qui est un centre de formation pour les jeunes qui sont en réinsertion. Ça a une qualification militaire, hein, c'est vraiment géré par l'État français et ce sont des enfants volontaires qui vont dans ce type de programme très dur. Eh bien, 100% de nos salariés ont joué le jeu, on y est tous allés, on a tous passé une journée à participer après à des discussions, à des binômes et à déjeuner avec ces enfants, enfin ces enfants, ces jeunes, hein, ces grands adolescents de 17 à 18 ans. Et nos salariés sont ressortis de là, mais, quand je dis enrichis, ça a été une démarche collective et totalement apprenante, mais pas chacun dans son coin. On a vécu ça tous ensemble et bah, voilà, comme tu dis, ça c'est le genre de succès que j'aime bien parce que ça n'a rien à voir avec les PSE. Ça a totalement à voir avec, une préoccupation que les autres DRH peuvent avoir, c'est comment décentrer nos collaborateurs et les faire s'ouvrir, enfin soit s'ouvrir aux problématiques extérieures et bah, ça change le curseur entre nos problèmes et les problèmes, que l'on peut rencontrer chez d'autres populations. C'est inspirant. Merci France. Et on en arrive au terme de cet échange, mais avant de clôturer notre échange, j'aimerais quand même te poser cette question que je pose à tous les DRH qui est, par rapport à ton sujet, quel serait le ou les conseils que tu aimerais partager aux DRH qui t'écoutent aujourd'hui? Je pense qu'il faut, comme je disais, être attentif, quand on est DRH, il faut faire attention à jamais rester, seul. Je sais que
j'ai pu l'entendre ou le lire dans des statistiques. Pour moi, le conseil ou le souhait que je ferais, et puis si ça doit être un conseil, c'est je vous invite, chers DRH, à toujours avoir une très belle, enfin, à savoir construire cette relation avec son CEO, son DG, enfin, la personne qui va vous suivre, elle doit forcément avoir une sensibilité sociale et comprendre les enjeux sociaux pour que vous soyez bien, je vais dire bien dans votre poste, avec les bons moyens, avec la bonne oreille, la bonne écoute. Donc, être membre du COMEX, c'est déjà une bonne chose. Être proche du DG au point d'être rattaché directement et d'être un direct report, comme on dit gentiment en français, pour moi, c'est une cible que je souhaiterais que chacun des DRH ait la chance d'atteindre, parce que j'ai envie de dire, c'est le meilleur. C'est comme quand on est un peu, qu'on est un peu de hauteur, vous voyez, à la chasse, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on est hissé à un niveau d'écoute, de possibilités, de moyens qui permettent enfin, voilà, de réaliser et de répondre à des questions RH avec beaucoup plus de facilité. Et j'insiste, c'est pas une question de budget, c'est vraiment une question de positionnement et de reconnaissance des enjeux sociaux et des enjeux humains. Quand ils sont vraiment une préoccupation pour votre DG, alors vous pouvez faire n'importe quoi comme action qui font sens. Et il y a des toutes petites choses, comme je disais, la journée passée à l'EPID, ça coûte rien. Euh, il y a très peu d'actions RH qui coûtent cher. Il faut juste être soutenu et suivi. En cherchant un job, je sais très bien que moi, ma question, ce sera quelle est la place en tant qu'RH voilà, quand on est dans sa boîte ou quand on veut changer de boîte, c'est quelle est la place des enjeux humains au sein du comité de direction, donc au sein du DG en premier lieu et du comité de direction au sens large, s'il y a des DG, des DGD, c'est quelle est l'importance des enjeux sociaux au plus haut niveau de l'entreprise. C'est un super critère, c'est un critère incontournable. Merci en tout cas à toi pour tous ces partages. On a essayé de condenser en un temps record parce que effectivement avec France, on s'était dit, oh là là, le sujet est tellement immense qu'on pourrait y passer des heures. Mais on s'est Voilà. tenu au format 30 minutes ou à peu près 30 minutes pour pouvoir vous partager toute l'expérience qu'a vécue France. Et j'espère que pour tous ceux qui nous écoutent, cet épisode vous aura plu. Et surtout, moi, je tenais vraiment à te dire merci beaucoup, France, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui et ce beau partage que tu nous as fait. Merci Pauline de faire ça pour nous. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez avoir une communication plus fluide et sincère au sein de votre organisation, un codir plus visionnaire et authentique, des managers qui fédèrent et engagent leurs équipes, et enfin des collaborateurs plus autonomes et responsables, ça vous dit qu'on en parle ? Je vous ai mis notre numéro de téléphone dans la description de ce podcast et je serais ravie de vous avoir au bout du fil. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.